Le rap ivoire est peut-être le style musical le plus dynamique en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Buzz, sortie d'artistes, titres controversés, tous les ingrédients sont réunis pour tenir en haleine les amoureux du genre. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Aujourd'hui, nous recevons un acteur incontournable du style. Acteur, rappeur, ex-footballeur, Tchekabo est notre invité du jour. Bonjour Désiré Alla. Bonjour Eva. Alors, comment tu vas? Oh, ça va super bien, content d'être là, puisque aujourd'hui on parle de rap ivoire, donc je suis un homme heureux. MDK qui aime également le rap ivoire. Comment tu vas? Ça va bien, tu es également fan? Bah oui, comme toutes les musiques de la Côte d'Ivoire, moi j'aime bien. Anaconda, toujours rumba ou un peu de rap ivoire quand même? Un peu de rap ivoire, mais la rumba reste dans la tête. Et j'aime bien ton tissage. Ce sont mes cheveux. Waouh. Non, je déconne. Elle le dit avec assurance, ce sont mes cheveux. Place au sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, immersion dans le rap ivoire avec comme invité Tchekabo. Retour sur le parcours d'un chanteur qui s'impose petit à petit dans le milieu grâce à son talent et à sa folie. Après la case vérité par l'image, il sera face à Anaconda. Alors ne zappez surtout pas. Et oui, Tchekabo est notre invité du jour. On l'a dit, plusieurs casquettes donc, à son actif et il nous dira tout sur sa carrière et surtout sur ses ambitions. On regarde d'abord le sujet et il arrive juste après. Voilà, ce tout dernier titre, ce feat avec Suspect 95 dont nous allons parler dans quelques instants. Pour l'heure, on va revenir sur ta carrière de footballeur parce que tu as été footballeur. Ouais. En France et en Chine. Ouais, je jouais à Torcy Football Club. Après, je suis parti au KST Ménène en Belgique. Et après, j'ai eu une blessure. Je suis rentré à Abidjan. Et ma mère a décidé de m'envoyer en Chine avant que le corona y commence. Pour revenir sur la carrière de footballeur, à quel âge tu commences à jouer? J'ai commencé à jouer à partir de 12 ans déjà. Parce qu'à la base, il y a un père à son âme, il y a mon oncle, Sidi Diallo, qui m'avait dit que je pouvais jouer au football, que j'avais un talent. Et avant qu'il soit élu président de la Fédération ivoirienne de football, je commençais déjà à jouer. Quand il a été élu, après j'ai continué directement. Je suis parti. Mais par contre, dans tes tournées, tu fais Belgique, Thaïlande, Cambodge, tu tournes un peu beaucoup, Philippines. Et c'est les parents qui finançaient ou bien tu étais dans les business comme les hommes de la jet set là? Bah non, à la base, il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas. Je suis issu d'une famille un peu aisée. Voilà. Tes parents ont beaucoup d'argent, c'est eux qui te faisaient voyager quoi? Je ne peux pas dire que mes parents ont assez d'argent, mais mes parents ont de l'argent. C'est tes parents qui te faisaient voyager Philippines, un peu partout au monde? J'étais mineur, donc c'est normal, j'étais un mineur. Mais du coup, quand tu te blesses, selon ce que tu nous expliques, quand tu te blesses, que tu rentres après la Belgique, quand ta mère décide de t'envoyer en Asie... J'avais un problème déjà en France. J'avais un problème parce que quand je jouais au football, j'étais mineur. Quand j'étais mineur, après, il n'y avait pas trop... comment dire ça? Il n'y avait pas de... Il n'y avait personne pour moi à côté de moi, j'avais pas de... Tu n'avais pas d'encadrement? Voilà, d'encadrement. Et après, je m'adonnais à beaucoup de choses. D'accord. Le banditisme. T'as fait quoi par exemple? J'étais un peu bandit. T'étais un wesh? Ouais, j'étais un D'accord. Le club te laisse pour une discipline? Le club m'a jamais laissé pour une discipline. Il y a eu un problème un peu particulier, c'était avec ma tante en fait. Ok. Voilà. Tu as porté main à ta tante là-bas? Jamais de la vie, j'ai jamais touché une Mais femme. c'était quoi le souci à ta tante? Reste calme. Ça va apprécier. En fait, ma tante, elle était un peu choquée de mon comportement. Parce que quand je suis arrivé, j'étais calme, j'étais tranquille. Et après, quand j'ai commencé à amasser des sous, j'ai commencé à devenir un peu bandit. Je ne la respectais plus. Donc après, il y a eu des histoires et bon, voilà, elle m'a dit de partir. D'accord. Quand tu rentres et que ta mère décide de t'emmener en Asie, c'était pourquoi en Chine? Pour des études, quand je suis rentré, j'avais eu un gros problème là-bas et quand je suis rentré, bon, après, ça racontait ici à Abidjan que j'avais eu des problèmes, je ne pouvais plus voyager et tout. Et après, ma maman avait trouvé un autre créneau pour moi en Chine. Pourquoi? Pour des études ou pour le sport toujours? À la base, c'était sport-études. Ok. Sport-études parce que je partais à l'école, j'ai le bac, j'ai le BTS, j'ai le BPC, j'ai le CEP. C'est-à-dire que tu as dit tout à l'heure que tu avais commencé à gagner pas mal d'argent. Tu gagnais combien comme ça? Par jour, je pouvais me faire des 1000 euros, à la base des 800 euros. Par quelle activité? Pas beaucoup d'activités à la base. Illégal ou quoi? En ce moment déjà. Déjà, étant en France, quand tu es mineur, tu as quel âge? Est-ce que les activités étaient illégales? Il y avait quelquefois des activités légales comme des activités illégales. C'était pas tout le temps légal. Mais c'est à quelle période de ta vie tu te mets dans la bourse thaïlandaise? C'était quand j'étais encore plus petit. Quand tu étais? Encore plus petit. C'est avant le foot? Ouais, avant le foot. Ok. Donc tu as toujours été sportif, tu as toujours aimé le sport? Bon, à la base, quand j'étais petit, j'étais pas comme ça en fait. À la base, mes amis qui me frappaient beaucoup. Vous voyez, ils me frappaient beaucoup et après, j'en avais marre qu'on me frappe tout le temps.
Donc après, j'ai dit à ma mère, comme j'ai beaucoup vu avec ma mère, j'ai dit à ma mère de m'inscrire à la boxe. Elle ne voulait pas, elle m'a dit qu'elle allait m'inscrire, j'allais devenir un peu plus agressif. Donc après, j'ai insisté, elle m'a inscrit, et ben voilà, ça a commencé. J'ai commencé à faire la boxe thaïlandaise. D'accord. Que ce soit la boxe thaïlandaise ou le football, ce sont deux sports, deux disciplines sportives où il y a pas mal d'argent aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de regret avec du recul? Un gros regret au niveau du football parce que, comme j'ai dit, normalement, je n'allais pas être chanteur et ma vie n'était pas, ça n'allait pas être cette vie-là. J'étais déjà très bien. Je jouais le club de U19 national en France, le club formateur de Paul Pogba. J'étais très aimé par mes coachs. Bah après, c'est juste comme j'ai dit, j'avais pas d'encadrement. Donc en ce moment, je regrette un peu beaucoup, mais après, je me dis que bah, c'est pas le plan de Dieu aussi. Mais comment tu as vécu cette rupture-là? Le fait de savoir que ton rêve s'arrête ici, tu pourras pas plus être footballeur. Bah non, après, ça a été facile? Mon rêve, il s'est pas arrêté. Hein. Mon rêve, il s'est pas arrêté. En fait, c'est quand je suis rentré avec le corona, comme j'ai dit, quand j'étais en Chine. Et après, les activités ne marchaient plus. Il y a le petit frère à mon père qui m'a dit bah, je n'aime pas te voir quand tu restes comme ça à la maison, tu dors, bah, tout le monde te connaît déjà et tout. Donc après, j'ai un barbershop. Je t'offre ça, je veux que tu le gères. Okay. C'est comme ça que j'ai commencé à gérer le barbershop. J'avais toujours envie de jouer au football. Je voulais repartir au Canada pour continuer au foot. Mais après, avec le corona, personne ne pouvait bouger. C'était un peu compliqué. Voilà, j'ai commencé à gérer le barbershop. C'est là que j'ai rencontré un grand frère que je salue au passage, GK. C'est lui qui m'a dit bah, il a un studio d'enregistrement, il faudrait que je vienne voir pour essayer d'investir parce qu'en ce moment j'étais entrepreneur. J'investissais et bah, là je suis parti direct, ça a commencé. Tu as essayé beaucoup de choses quand même dans ta vie, mais à partir du moment où tu regrettes un peu le football, le manque d'encadrement en Europe, c'était dû à quoi? À toi ou mais la famille, ou mais il n'y avait personne carrément autour de toi? Bon, il n'y avait personne parce que... Mais à cet âge, on ne peut pas te laisser seul comme ça dans la vie? Non, il a dit que c'était avec sa tante. J'ai bien expliqué que j'étais avec ma tante, mais ma tante, elle travaillait. En fait, ma tante, elle part au travail le matin. Et surtout que tu ne la respectais plus? Non, je la respectais au départ. Voilà. Elle part au travail le matin, elle rentre très tard le soir, toute la journée, elle n'est pas là pour savoir ce que je fais. Donc après, elle peut rentrer, elle ne sait pas ce que je fais, je peux mentir. Mais en général, les jeunes footballeurs, surtout dans des écoles de formation, ils sont focus sur leur objectif. Ah non, en fait, j'étais à Torcy, mais je ne dormais pas à Torcy, je n'étais pas interne, j'étais externe. D'accord. Ah, là, c'est différent. J'étais externe à Torcy. Je pouvais être interne, mais je n'ai pas voulu, j'étais externe. Parce qu'avant de partir même en France, comme j'ai dit, je percevais déjà de l'argent, pas beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu as un encadrement, tu es discipliné? Bah ouais, aujourd'hui j'ai un gros encadrement, mon père il est là, mes sons qui sont là, tout le monde a vu que j'ai un gros potentiel. Après ceux qui ne croyaient pas en moi ont cru, donc bah, après en ce moment là je suis super bien encadré. J'ai ma maison de production, une chose. Donc on va parler donc de ce switch là, du sport à la musique, tu l'as dit, pour bien comprendre. Quand tu commences à travailler dans ce studio, c'est en tant qu'entrepreneur, tu investis. Donc j'ai pas investi, le premier jour que je suis arrivé, direct quand je suis arrivé, il y a des gens qui chantaient déjà, il y a des artistes qui chantaient et après moi j'étais dehors, j'ai commencé à m'amuser. Mon pote m'a dit, bah ouais, vas-y, essaie. Et je suis parti dans la cabine, j'ai fait Driss Starchi. C'est pour ça que j'ai composé le son. Et c'était quoi? C'était du rap? C'était coupé décalé? C'était quoi? À ton avis, qu'est-ce que ça doit être? C'est du rap? C'est de la drill ivoire. Donc c'était un truc comme ça, dans le vide, il n'y avait pas de message, c'était un truc vulgaire. Bon, à la base, comme je t'ai dit, c'était pas pour faire passer un message. C'était un truc où je rigolais avec mon pote et après il m'a dit, vas-y, enregistre. Mais quand j'ai enregistré, je ne pensais pas que ça allait être un hit où j'allais chanter. Tu vois? Parce que moi, j'étais focus sur les affaires de mon père et ma mère et le football. Et cette chanson-là, il n'y a pas eu de censure au niveau des tests? Il y a eu beaucoup de problèmes, sur cette chanson. Il y a assez de problèmes, mais après... Mais après, c'est la chanson qui t'a permis d'être là, d'être à la lumière. C'est par celle-là qu'on te reconnaît. Alors tu dis que tu fais de la drill... Drill ivoire. Drill ivoire. C'est quoi exactement et c'est quoi la différence entre la drill et le rap ivoire? Bon, quand on dit ivoire, c'est juste parce que la drill n'a pas été créée en Côte d'Ivoire, ça a été créé en Europe. Voilà. Donc on dit ivoire, c'est juste pour envoyer la touche ivoirienne. C'est juste ça. Sinon, à la base, la drill, c'est juste pour raconter ton vécu. En fait, la drill, ça parle des bandits. Vous avez l'exemple de Pop Smoke américain. Ça parle du vécu, ça parle de tout ce que tu as enduré pendant beaucoup de moments. Moi, j'ai beaucoup souffert pendant mon adolescence. De quoi? De beaucoup de choses, Tu étais dans de bonnes écoles, tu es allé en France pour étudier, pour jouer au foot, tu as souffert? J'étais au Nico Kodja, après je suis parti à la Farandole, après je devais faire Mermoz, ils ont cassé Mermoz. En fait, la question qu'on te pose, c'est que vu que tu as une enfance plutôt dorée, puisque tu es d'une famille qui a les moyens, de quoi est-ce que tu as souffert? De solitude, d'isolement, de manque d'affection? De quoi tu as souffert en fait? Un peu de solitude, parce que je suis l'unique enfant de mes deux parents déjà à la base. J'ai que des demi-frères et des demi-sœurs, parce que après moi, mon père il a refait sa vie et ma mère elle a refait sa vie aussi. Donc après j'étais, pas pour dire que j'étais seul, mais il y a beaucoup de choses après. Peut-être que le problème était au niveau de tes fréquentations.
Bah ouais, surtout mes fréquentations, parce qu'à la base, j'étais beaucoup influençable quand j'étais plus petit. J'étais assez influençable. Et ces fréquentations-là t'ont poussé à faire quoi? En fait, pas mal de grosses conneries que je regrette. C'est quoi, de la délinquance? Bon, la délinquance, ça regorge assez de trucs. Donc après, je peux pas dire que je suis un délinquant. Si j'étais un délinquant, non, tu l'as peut-être été, peut-être que tu as fait des erreurs justement qui s'en rapprochent. J'ai fait des erreurs. Après, tu as parlé d'activité illégale déjà, donc activité on est illégale, déjà dedans. Activité illégale, je me dis, bah, c'est pas comme ce que tu penses. Non, mais on t'a déjà dit que tu as la tête d'un dealer. La tête d'un gars. Dans la tête de quoi? Quelqu'un qui vend les stupéfiants. C'est toi qui as insinué que je ressemble à un dealer. En aucun cas, on m'a jamais dit que j'étais un dealer. Moi, je ressemblais à un dealer. Il y a des artistes américains qui sont là, qui sont tatoués, qui ont des grises en or, qui ont tout, mais ils ne sont pas des dealers. Mais toi, tes tatouages, tu as en tout 27 tatouages, c'est ce que tu as dit. T'es calmé. En tout cas, il fait très américain. Puis déjà, ce style, en ce qui concerne la drill, promu par Pop Smoke. Ouais. Et aujourd'hui, on a constaté qu'en plus de ça, tu as aussi proposé un rythme, la drill gospel. J'ai fait de la drill gospel. Ça, c'est un remerciement à mon oncle. En fait, parce que mon oncle, c'est une personne qui s'est toujours battu pour moi, pour ne pas qu'on dise que j'étais un petit garçon qui était méchant. Okay. Donc après, je partais à l'église avec lui pendant un certain moment et tout. Donc j'ai fait un son remerciement pour lui dire merci parce que grâce à lui, j'ai changé. Après, j'ai connu la voix du Seigneur et plein de choses après aussi. Tes rapports avec l'église aujourd'hui, tu es toujours dans l'église où on ne porte pas ceci là? J'ai jamais été dans une église où déjà on portait des chaussures, on ne portait pas, je sais pas. D'accord, comme tu avais dit que tu es dans une paroisse, on ne porte pas ceci, un truc de ce genre. J'ai jamais dit ça. Pour revenir à la drill que tu choisis comme moyen d'expression, ça te vient de certaines influences, lesquelles par exemple? Pourquoi tu décides dans ton studio de faire la drill? Comme j'ai dit, lui qui m'a beaucoup influencé, c'était Pop Smoke à la base. Parce que Pop Smoke aussi, quand je regardais ses vidéos, à part quand il était petit, on le battait. C'est qu'à moi de frapper. Après, quand il a commencé à grandir, quand il a commencé à se sentir homme, quand il a commencé à entrer dans des affaires, il a commencé à s'imposer, à exploser. Donc après, c'est plus Pop Smoke. C'est pour ça que mon nom, c'est Pop Smoke sans Ivoire, tu vois. Et ce qui est particulier avec Pop Smoke, c'est la voix. Il y a une voix grave. Tu l'as développée ou c'est quelque chose que tu avais toujours en fait? Ma mère, en fait, quand j'étais petit, que ma mère m'insultait, elle me disait que j'avais une grosse voix. Donc après, c'était comme un défaut pour moi. Parce que la journée, je parle, mais la nuit, j'ai plus de voix. Ma voix devient grave, hyper grave. Donc tu complexais de ta voix? Ouais, j'étais un peu complexé à la base parce que j'avais un peu... Aujourd'hui, c'est devenu ton atout dans la musique que tu fais? Oui, il y a beaucoup de personnes qui essaient de faire comme moi, mais ils n'arrivent pas. Mais c'est un atout, c'est un don que Dieu m'a donné en plus. Dans le temps, tu trouvais que le rap ivoire est monotone. Aujourd'hui, quel est ton point de vue? Dans le temps, je trouvais que le rap ivoire était monotone. Ça fait même pas plus de 5 ans que je chante, ou à la rigueur 3 ans. Ça fait juste 2 ans. 2 ans, oui. Donc après, je peux pas dire que le rap ivoire il est monotone, tu vois, parce qu'avant d'écouter le rap ivoire, il y avait le coupé décalé avec beaucoup de choses. Donc après, je peux pas venir dire que le rap ivoire il est monotone. Tu ne veux pas te prononcer pour l'instant? Jamais. Parlons des thèmes que tu abordes. Anaconda avait déjà parlé de ton premier titre. Ouais. On a parlé aussi de ce titre-là que tu as fait avec la jeune dame Marla. Voilà. On a l'impression que tu veux toujours montrer ce côté méchant garçon avec des thèmes un peu... certains ont parlé de... certains ont dit que sans citer le titre. Voilà, sans citer le titre, le premier. Après, quand on dit méchant le deuxième acte, oui, on peut le dire. C'est quoi qui qualifie un méchant garçon? Un bad boy. Un bad boy. C'est pas tous les bad boys qui sont... Un bad boy. Tu dis que tu fais de la musique sale. Ça, tu le dis dans l'interview. J'ai pas dit, j'ai dit je raconte le vécu. Oui, tu racontes du vécu. Voilà. Mais dans la même interview, tu disais aussi que tu faisais de la musique sale, et que tu as fait un peu cette chanson-là où tu as rendu gloire au Seigneur pour changer un peu. Ouais, est-ce que c'est important pour toi de montrer cette image-là, de l'afficher? Après, je sais pas, c'est pas pour dire que je montre une image, mais après, c'est moi, en fait. Je triche pas. C'est comme ça que je suis à la base, en fait. Tu es comment à la base? Je suis une personne qui à la base, qui est doux, qui est comme un gros bébé, mais après, qui n'aime pas qu'on se foute de lui. Alors, mais en fait, l'église même, ça n'a même pas changé parce que tu as dit que... Ça n'a rien à voir. Oui, mais quand... Non. L'église permet aux gens de changer un peu. Toi, tu as été touché par l'église, mais aujourd'hui, avec le langage que tu as, il n'y a rien de changé en toi. Et là, ce que tu viens de sortir. Le langage ne détermine pas une personne, frère. Ah, mais nous, ça nous donne une image de toi. Non, en même temps, c'est un artiste. Un artiste, il doit avoir une identité, il doit proposer quelque chose. Vulgaire. Et c'est quoi l'identité, justement? Donc, alors, finalement, ce que tu incarnes dans tes chansons, les thèmes que tu développes, est-ce que c'est juste des rôles ou c'est ton vécu?
Il y a, bon, la plupart, c'est un peu mon vécu, mais il y a des rôles aussi que je joue dans des clips. Il y a beaucoup de rôles que je joue dans des clips, en fait, c'est tout. Alors, on va revenir à ce fameux titre avec Marla, le fameux titre Akpi, qui fait tant parler. Personnellement, moi, je l'ai écouté, mais vraiment au premier degré, sans vraiment comprendre ce qui se disait. Et puis après, avec les commentaires, je suis allée creuser. On parle de Ganos, on parle de Akpi, on parle de beaucoup de choses qui... Enfin, développe. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a tellement d'expressions qui ont été utilisées dans cette chanson. Mais déjà, comment est-ce que cette collaboration s'est faite déjà, dans un premier temps? À la base, Marla, je ne la connaissais pas. C'était une fille que je ne connaissais pas. J'étais à la maison, j'étais chez moi. Il y a mon pote qui m'a appelé. Et mon pote m'a dit, bah, il y a une fille qui a fait un freestyle où elle a dit ton nom. Donc après, j'ai dit, vas-y, ramène-moi le lien. Je suis parti, j'ai écouté. Dans le freestyle, la fille avait dit Checkabo. Et elle avait déjà dit, tu sens mon Ganos ou tu sens ma Akpi dans le freestyle. Et après, quand j'ai écouté, j'ai trouvé qu'elle avait quelque chose, en fait. C'est une meuf, mais elle rappelle un peu comme un garçon. Elle avait... Donc après, j'ai décidé comme ça d'investir dans l'entrepreneuriat. Donc je voulais investir et je voulais qu'elle fasse un son avec Tripa. Et puis qu'ils étaient dans la même commune à Yopougon. Donc après, je suis parti, j'avais un show à Yopougon. Donc je suis parti à Yopougon, je l'ai croisé, j'ai croisé son manager et je lui ai dit, comme ça, il y a la foule. Vas-y, si je prends le micro, que tu sens que tu arrives à tuer, que la foule crie, moi je te produis direct. Et la petite fille a pris le micro, elle a commencé à chanter, la foule a crié. Donc après, j'ai décidé de la produire sans signer de papier ou sans faire des affirmations à la télévision ou quoi que ce soit. D'accord. Donc après, c'est comme ça. Donc je suis parti et je lui ai dit, en fait, moi je voulais produire que le freestyle que tu avais fait déjà sur Instagram. Donc c'est comme ça que je suis parti au studio. Et quand je suis parti, quand j'avais publié sa vidéo, à mon frère aussi, que je salue au passage Sly, qui a vu la vidéo et qui a dit, bah, il voulait faire une instru pour elle. Et il a fait l'instru. Et quand il a ramené l'instru, c'était un feat normalement qui était prévu entre elle et Tripa. Et je n'étais pas dedans. Et quand il a envoyé l'instru, moi j'ai écouté en fait la partie de l'instru. Tu vois, ce que la fille a fait, j'ai juste répété. J'ai dit, tu sens mon Ganos, tu sens mon Akpi. Wow! C'est tout ce que j'ai dit. Et les gars m'ont dit, avec ma voix, avec ma science, si j'étais dans le son, ça allait plus faire danser vu qu'à la base j'ai mis sur les gens. C'est comme ça qu'on a décidé que je suis parti, j'ai investi. On a fait le son, on a fait le clip et voilà, c'est sorti, ça fait un carton, c'est tout. Sinon, et qu'est-ce que ça veut dire, les textes? Bah, moi en fait, mon éducation ne me permet pas déjà de parler de ce genre de trucs comme ça à la télévision. Mais tu en parles dans une chanson qui passe à la télévision, qui passe à la radio, qui passe sur toutes les scènes. Oui, donc c'est un peu bizarre de dire je peux pas en parler de vues, pendant que... Déjà, c'est comme des expressions normales. Mais est-ce que c'est vrai que dans la chanson, vous faites l'apologie des stupéfiants? Il y a eu la vidéo de la maman de la petite. La maman de la petite, elle a dit que bah non, la petite, elle dénonçait. C'est une moquerie. Ouais. Oui, ça on l'a vu. Les internautes d'ailleurs ont réagi énormément. Moi, je me dis que c'est pas bien de parler de la drogue déjà à la télévision parce que la drogue a des effets négatifs. Non, mais si c'est bon justement d'en faire. Comment dire, de ne pas consommer de la sensibilisation. Voilà. C'est quand tu maîtrises le fluo de la drogue, quand tu fais la sensibilisation, qu'une personne qui ne maîtrise pas ce fluo. Mais toi, quelle est ta position? Tu prends ou tu prends pas? Est-ce que toi-même tu prends ou tu prends pas? Je t'ai posé une question. Moi, je ne suis pas l'invité. Quelle question tu me poses dans la télévision? Je ne prends pas ça, je ne connais pas ça. En parlant de la vidéo de la maman, tu as fait une autre vidéo derrière. Tu reprenais les propos de la maman de Marla, mais en rigolant, comme si en fait toi-même tu n'y croyais pas. Comme si c'était ironique. Voilà. En fait, c'est de la façon dont la maman elle parlait, c'est juste ça. Sinon à la base, ce que la maman disait, c'était ça en fait. Parce que c'est comme une moquerie. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous ici que la drogue, c'est quelque chose qui détruit les enfants, c'est quelque chose qui attaque les neurones. Ah, je pensais qu'il fallait être expert pour en parler. Bah, beaucoup de choses. Donc après, bah voilà. Donc, une mère qui défend sa fille déjà à la base et qui dit que sa fille fait la dénonciation de ce fléau qui n'est pas bon, bah après c'est à acclamer, c'est juste pour ça. Et puis le plus c'est qu'aujourd'hui dans votre milieu de rap, on voit pas mal des gamins de 15 ans, 16 ans qui boivent de ces boissons, je ne sais pas comment on appelle, qui les mettent dans les états seconds. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes à la base de ça ou pas. On ne va pas citer le nom de ces boissons là ici, mais aujourd'hui c'est devenu autre chose. Hein. Tu parles de quelle boisson? Alors c'est des boissons à base de sirop pour la toux. D'ailleurs, les pharmacies désormais exigent des ordonnances pour délivrer de simples boissons pour la toux, sirop contre la toux, parce qu'il y a des mélanges qui sont faits à base de ça et qui sont vraiment très toxiques en fait. Alors, oui, alors vous par exemple, qui êtes, je veux dire, des modèles pour des jeunes, parce qu'il y a énormément de jeunes qui vous aiment, vous êtes très suivis sur les réseaux sociaux, vous êtes peut-être des porte-parole de la jeunesse. Est-ce que vous n'avez pas un devoir de sensibilisation?
Est-ce que vous n'avez pas un devoir d'exemplarité, même, je dirais, vis-à-vis de ces jeunes? Moi, il y a longtemps que moi, je veux sensibiliser, mais après, il faudrait un peu d'aide, tu vois. De l'aide du gouvernement et beaucoup de choses, voilà. Sinon, moi, après, moi, je ne peux pas me lever comme ça aujourd'hui pour venir dire à l'enfant de quelqu'un, bah, tu fais ça, tu fais pas ça. Parce que moi, à la base, on ne m'a pas fait ça à mon tour, tu vois. Okay. Mais ce n'est pas une raison, tu peux faire des vidéos, des directs. Bah oui, sur les réseaux, par exemple. C'est pas mon travail. T'as pas envie de le faire, en fait. Tu as dit que tu as envie de le faire. Tu comptes le faire comment? Déjà, ça, c'est un griffe. Moi, déjà, dans mon quartier, on m'appelle le président des enfants démunis de Côte d'Ivoire. Okay. Le président des enfants démunis. Okay. Voilà, parce que j'aide beaucoup les enfants qui sont démunis. Je partage de l'argent aux enfants qui sont au chaque carrefour. Ah, c'est gentil, ça. C'est déjà bien. Ce que je fais, même quand je prends l'argent de me cacher, je pars. Même ceux que, lui, Anaconda, essaie de droguer. Moi, j'ai pas de préférence pour dire que tu te drogues ou pas t'aider. Moi, j'ai tout le monde à la base. Voilà. Mais c'est quelque chose qui nécessite assez de moyens pour sensibiliser. Déjà, il y a un monde où il faut... Bien d'accord que faut... Non, ce que tu dis, c'est super bien. On est d'accord. Mais est-ce que tu ne peux pas faire par moment des directs, des vidéos pour sensibiliser? Comme façon, tu vois, une fois, j'ai vu l'une de tes vidéos où tu parlais d'une histoire de 15 millions, je ne sais plus. Tu peux faire des vidéos comme ça, sensibiliser les enfants. Quand tu fais des vidéos pour sensibiliser, lorsque le fléau, il est je sais pas, ça explose, on parle de ça. Mais oui, mais ça explose. Aujourd'hui, les chaînes de télé font des reportages là-dessus. Dans les écoles, c'est des substances qui circulent, on le voit. De plus en plus de jeunes sont... par le phénomène. Je suis arrivé avant-hier. Est-ce que ce manque d'engagement-là, c'est parce que tu n'as pas vraiment été confronté à ça ou que tu n'as pas connu quelqu'un qui est déjà tombé à cause de la drogue? J'ai jamais connu quelqu'un. Pour l'instant, non. Tombé à cause de la drogue. Jamais. Parlant des musulmans, qui écrit tes tests? Déjà à la base, c'est une très belle question. Je te remercie pour ça. J'écris pas. Je sais pas écrire. Je sais pas, j'écris pas, j'ai pas écrit. C'est que. Là, tu te lèves, tu as un délit, tu rentres en studio. C'est comme ça quand je vais au studio, je demande à tout le monde avec qui j'ai fait des feats. Quand je rentre en studio, on met juste l'instru et moi je commence, on me prend en one shot. C'est parce que je n'écris pas. Comme je t'ai dit, c'est un don que Dieu m'a donné. Alors moi j'aimerais savoir une chose. Quand on parle de promotion donc de stupéfiants dans les chansons, est-ce que tu penses que c'est un faux procès qui vous est fait à vous, les rappeurs, et à cette chanson en particulier? Ou est-ce que tu penses que c'est... On va ouvrir le débat d'ailleurs sur le plateau et puis vous pourriez donner vos avis. Est-ce que tu estimes que c'est un faux procès? Franchement, je sais pas quoi, mais je ne me prononce pas suffisant. Vous allez vous prononcer, on va commencer avec Désiré Allah. Est-ce que tu trouves que c'est un faux procès qui est fait aux acteurs donc, du rap ivoire quand on parle de promotion d'usage et consommation de stupéfiants? Je dirais non, puisque déjà dans le rap, avec les textes qui sont utilisés et ce qu'ils présentent aussi dans les différentes vidéos, justement, en ce qui concerne les clips, il y a aussi cette présence où on les voit avec de l'argent, de l'alcool et pas mal d'éléments qui véhiculent beaucoup de messages. Donc à partir de là, c'est clair que s'il y a quelqu'un justement à accuser, c'est facile de regarder les artistes, puisque les artistes représentent la société et aussi sont un modèle aussi, sont des modèles pour la nouvelle génération, puisque les jeunes regardent tous ces artistes qu'ils voient à la télévision à travers les clips vidéo. Donc tout ce qu'ils font influence grandement leurs décisions et leurs différentes attitudes. Donc c'est pourquoi tout de suite on regarde les artistes quand il s'agit de drogue et tout ce qui concerne les stupéfiants. Non, mais déjà quand tu parles d'artistes, il ne faut pas généraliser. Il faut dire rap ivoire. C'est eux là, la nouvelle génération des rap ivoire. Chaque fois qu'ils ont des... Coupé décalé là-bas, il n'y a pas... Non, coupé décalé, ils sont à autre chose. Ils sont dans rap que ça même. Non, bon, d'accord, on va développer coupé décalé. Mais rap ivoire, aujourd'hui, la nouvelle génération, quand ils ont un showcase dans un lounge, quand tu vas voir des jeunes filles ou des gamins de 15 ans, 16 ans, tout ce qu'ils ont à mettre comme cocktail, c'est dosé. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, en second plan, il y a une boisson énergisante qui est mélangée d'alcool, qui est vendue partout. Les élèves prennent ça partout. Et quand les élèves commencent à consommer ça, c'est pour chanter Maïmouna, Maïmouna. Tout cela, c'est rap ivoire, là. C'est votre groupe, là. Vous encouragez ça. Je ne sais pas quel esprit vous avez mis en place. Le mais nos petits frères sont devenus autre chose. Le Maïmouna, ce n'est pas du rap ivoire. Le Maïmouna, ça a été juste une appellation que j'ai créée. C'est dans votre monde là-bas. Donc après, c'est eux, pas moi, pas dans mon monde, pas dans leur monde. D'accord, on va revenir. On va prendre le point de vue de MDK. Alors, je ne suis pas sûre qu'on doive accuser les artistes parce qu'il y a pas mal de personnes qui font des clips où il n'y a pas vraiment de... On n'a pas l'air d'être en train de fumer. Après, même quand il y a de la cigarette, qui nous dit que c'est de la drogue? Quand il y a de la fumée, ça peut être une cigarette, ça peut être une cigarette électrique, ça peut être juste pour faire Et on précise d'ailleurs que la consommation et l'abus de
cigarette est nuisible à la santé. Tu parles des clips. Là, on parlait des textes plutôt. Oui, je vais en venir. Donc déjà, dans les clips, on n'a rien qui peut nous emmener à dire que les artistes sont responsables parce qu'ils sont en train de mimer un peu le fait de fumer de la drogue. Après les tests, moi, je vais m'apesantir un peu sur celui de Acme. J'ai cherché dans la chanson, je n'ai pas trouvé une ou deux phrases où on disait faut pas consommer de la drogue et tout ça. Ce que je voyais plutôt, c'était des gestes, une gestuelle qui montrait un peu quelqu'un qui est en train de fumer. Est-ce que c'est de la drogue? Je ne sais pas. Est-ce que c'est de la cigarette? Je ne sais pas. Mais pour ceux qui s'y connaissent un peu en aussi, ils disent qu'on parle de drogue. Donc est-ce que le mieux, moi je pense, au lieu de rester là et de regarder, parce que c'est clair, Désiré a parlé des jeunes qui fument dans les écoles et tout ça, c'est mieux d'adapter leurs tests en tant qu'artistes et de véhiculer des messages. En même temps que vous faites danser, dites aux jeunes de ne pas s'adonner à la consommation de la drogue. Mais si l'artiste même quand il vient sur scène, il prend. Sans manganos. J'ai jamais pu... Non, je ne parle pas de toi. Je dis l'artiste même en général, quand il vient sur scène, il est dosé. Dans le public, il s'est dosé. Alors, pendant le développement d'Anaconda, tu demandais de faire la distinction entre le rap ivoire et ce que toi tu faisais. Tu dis c'est eux, c'est pas moi. Moi, je suis pas dans leur monde. Moi, je suis dans mon monde à moi. Est-ce que tu te considères comme un rappeur? Oui, tout à fait. D'accord. Tu fais du rap ivoire? Je fais de la drill ivoire. De la drill ivoire. Donc c'est quoi la différence quand tu dis c'est leur monde, c'est eux? Bah, aujourd'hui, on sait qu'il y a un groupe qui est qualifié pour le Maïmouna, et on sait qu'il y a un groupe qui est qualifié pour la drill, on sait qu'il y a un groupe qui est qualifié. C'est comme le Zouglou, on dit à lui. Voilà, donc après, mon pote, il a publié la NV, a fait un carton la nuit, et le lendemain, comme je me suis réveillé, comme c'était la NV prenait, on m'a dit de faire un son par rapport à ça, c'est pour ça que j'ai fait le son. Sinon, après ça, ce son-là, il parlait de quoi? Maïmouna est remonté. Bon, après, Maïmouna, c'est une dame que je connais particulièrement dans mon quartier qui vend des médicaments. C'est des remontants qu'elle me donne souvent quand je ne me sens pas bien, quand j'ai mal à la tête ou j'ai un peu mal au corps, vu que je fais des activités sportives. Bah, voilà. Donc, toi, tes remontants, tu n'achètes pas en pharmacie. Hein. C'est dehors avec une certaine Maïmouna, tu prends. Je prends souvent, il y a des effets secondaires dedans. Je prends souvent en pharmacie, mais c'est pas tout le temps. Souvent, je suis fatigué, j'ai pas envie d'aller en pharmacie, donc je prends avec Maïmouna. Mais est-ce que c'est prudent de prendre? Non, c'est pas prudent. D'ailleurs, la consommation de médicaments dehors des cadres médicaux est proscrite. Okay. Tu fais ce oui. Tu savais pas? Non, je savais pas. Toi, tu as vécu en Europe, tu as fait le tour du monde là. Tu sais pas qu'on n'achète pas de médicaments dehors? Ben, en Europe même, franchement, souvent, c'est pas partout. Les gars des rap ivoires là, vraiment. D'accord. Et là, aujourd'hui, on l'a signifié avec cette collaboration avec Marla, près de 3 millions de vues sur YouTube. Comment est-ce que tu vis ce succès aujourd'hui? Je suis pas un mec qui est plus focalisé sur les vues. Après, les vues, c'est énorme, ça te permet de travailler. Mais après, moi, c'est le truc de... Mine de rien, c'est le premier million. Mais parlons de ça, justement. Il y a une jeune artiste qui disait qu'elle gagnait entre 3 et 4 millions par mois. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, après, Sony Music Africa, ils sont pas loin, ils sont là. Et puis elle a des dévancés qui étaient là-bas avant elle. Il y a des dévancés comme MC1 et tout. Je pense pas qu'ils touchent la somme de entre 3 millions et 4 millions. Donc après, c'est pas elle qui va toucher. C'est pas du fait que toi, tu ne touches pas ça qu'elle ne peut pas toucher? Bah, qu'est-ce que toi, tu racontes? Tu me connais pas. Donc tu es en train de dire que, en fait, qu'est-ce que tu connais pas le prix de devant toute la nation, il est en train de mentir. Des bêtises, s'il te plaît. Non, c'est pas des bêtises. Le truc, c'est que c'est pas du fait que toi, tu ne gagnes pas 3 millions que tu vas faire. Non, mais attends, Anaconda, je peux t'opposer alors cet argument-là. Parce que tu as dit, Anaconda, c'est pas combien tu touches, il ne te connaît pas. On peut te dire, mais tu ne sais pas combien non plus elle touche. Bah après, tu sais, moi aussi, Anaconda n'est pas dans le rap ivoire. Anaconda, c'est un animateur qui est ici. Moi, je suis dans le rap ivoire. Après, cher. Après, nous, on parle souvent, on se dit. Moi, cher, je sais le cachet de beaucoup d'autres artistes, à part moi. Comme aussi beaucoup d'artistes savent mon cachet. Donc, c'est normal, c'est le travail qu'on pense qu'on a. Et parlons de cachet, justement. Aujourd'hui, pour avoir Tchekabo, il faut débourser combien? Franchement, c'est un peu particulier. C'est compliqué aussi, quand même. Tu es quelqu'un qui a un esprit ouvert, donc il ne soit pas coincé, dis-nous. Pour avoir Tchekabo, c'est bon, je suis pas trop méchant vu que je suis africain, j'ai grandi ici, j'ai des parents, c'est 1,5 million. À la rigueur. Pour une seule prestation? Une prestation de 3 sons, je ne presse pas qu'un son, je presse. D'accord. Ça veut dire qu'à la fin du mois, tu peux avoir plus que 3 millions? Moi? Ouais, toi. Moi, je ne suis jamais allé commander quoi que ce soit, j'ai jamais dit que je ne percevais pas 3 millions à la fin du mois. Je veux juste revenir au propos de Drea, qui dit qu'elle gagne entre 3 et 4 millions. Tu dis que c'est pas possible. Drea et Tchekabo, c'est deux personnes différentes. Drea, c'est une femme. Et en Côte d'Ivoire aussi, on peut compter le nombre d'années où les femmes n'étaient pas à la page. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les femmes sont pas à la page. On ne parle pas de femmes dans le rap. On parle des hommes.
Mais pour avoir des gros cachets, il faudrait que tu exploses. On parle de Oprah, qui est une femme Non, mais ce qu'il dit n'est pas faux. Hein. C'est vrai que malgré tout leur talent, elles en ont parlé, elles l'ont dénoncé, on le dénonce. Malgré tout leur talent, leurs cachets ne sont pas souvent alignés sur ceux des hommes. Et c'est déplorable parce qu'elles chantent super bien. Elles ont énormément de créativité, elles rappent bien. Mais la réalité, c'est que leurs cachets ne sont pas toujours alignés sur ceux des hommes. On est d'accord avec ça. Alors, dans le même reportage, Désiré, rapidement, il y avait Oprah qui disait qu'elle pouvait avoir des fois 2, 3, 4 spectacles par semaine. Donc, pas pour dire qu'elle n'a pas encore sa chance d'avoir 2 ou 3 millions. Bon, en fait, d'accord. Si on comprend, mais dans le rap, il voit ceux qui gonflent les cachets, c'est des personnes complexées. Je fais du coq à l'âne. Non. La personne peut se donner un genre pour dire 4 à 5, alors que dans le fond, comme tu le dis, c'est le truc de 500 ou 1 million. C'est pas à toi, tu disais ça à qui tu mens. Tu mens à toi et si c'est à toi que tu mens, c'est pas à nous que tu mens. Parce que nous, on te connaît, on sait que toi, tu touches pas 3 millions, tu touches pas 4 millions. Moi, j'ai jamais dit que moi, je touchais 4 millions ou 5 millions par mois. Moi, je t'ai jamais dit ça. Moi, ça dépend. Il y a des fois, je vais pas sortir des sons. C'est normal que quand je vais pas sortir un son, je vais pas avoir de prestations, je vais pas avoir de cachet. Ceux qui gonflent les cachets, par moment, c'est des gens complexés. Ils disent ça comme ça parce qu'ils ont ils disent ça juste pour faire plaisir aux gens ou juste pour se faire voir. Sinon, à la base, tu n'as pas besoin de dire que tu touches un cachet de 3 millions, 4 millions. Le cachet, il est personnel. D'accord. Moi, tu peux me prendre. Tu peux me dire que tu prends un cachet de 5 millions. Je peux aller voir la mère, mon cachet de 15 millions. Mais imagine, tu me demandes mon cachet, je fais mon cachet à 1,5 million devant tout le monde. Ça sera 1,5 million, c'est seulement mon cachet particulier. Donc, c'est ça. On va revenir sur ta collaboration avec Suspect 95 sur le titre Soumanlé, qui est très très en vogue en ce moment. Comment s'est faite cette collaboration? Bon, grand frère Suspect, déjà à la base, c'est un bon grand frère. Déjà, comme j'ai dit, je ne mens pas, je suis véridique, j'étais à la maison, toujours. Et après, mon grand frère, je parlais souvent avec lui. Après, il m'a envoyé, ça dit quoi mon petit? Après, je lui ai dit, ça va bien mon vieux. Toi, il m'a dit, après, j'ai un son, mais après le son, quand on regarde, ça doit être un feat, mais quand on regarde, la seule personne qui arrive au moins à maîtriser ce registre, c'est un peu son truc, c'est toi ici. Donc après, je veux qu'on fasse un truc. Je lui ai dit, ouais, tu es grand frère, vu que tu as déjà une icône pour ce pays, tu es une grande star et tout, moi, je serais le plus avantageux d'être avec toi sur ce son. Donc après, c'est comme ça, il m'a donné rendez-vous au studio, je suis parti, il m'a envoyé l'instru, déjà j'ai écouté l'instru, et quand j'ai écouté l'instru, je me retrouvais déjà dans mon monde. Donc je suis parti, on a fait... Et c'est un remix de Yodé Siro, une chanson de Yodé Siro. Le refrain, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ça a été... Comment tu définirais la façon dont ça a été fait? C'est sur quel style en fait? C'est un style... je veux dire... il y a un peu de drill dedans, il y a un peu de zouglou, il y a un peu de zigéi. Je me dis que c'est un truc à l'ivoirienne, quoi. En fait, c'est un cocktail ivoirien. Voilà, un cocktail ivoirien, c'est ça. En tout cas, c'est bien passé. C'était vraiment apprécié, puisque on a pu apprécier tes qualités vocales et aussi tes qualités de danseur, de chorégraphe, puisque d'où est-ce que te vient cette chorégraphie justement? Moi, je suis un emmerdeur, tu vois. Ok. J'étais dans une chaîne de télévision, j'étais là, ouais, et après j'ai fait le pas, et après, ça peut... après je crée des pas. C'est unique, comme j'ai dit, c'est... Je sais pas. Ce qu'on constate, c'est qu'avec le succès, tu es beaucoup sollicité et tout. Il n'y a pas très longtemps, comme tu disais que tu étais rentré il n'y a pas très longtemps. Je suis rentré avant-hier, j'étais... T'es où déjà? J'étais à Toronto. Ok. Au Canada, après je suis parti à Moncton, après je suis parti au Québec, après je suis parti à Ottawa. Pour des prestations? Oui, je suis parti pour des prestations, j'avais une tournée. Okay. Mais qui est ton manager qui te fait tourner un peu partout comme ça? Mon manager Rectification, c'est mon producteur. D'accord. Qui te trouve les dates là? Abdul Razak Raz. Mon maison de production c'est Raz et Am Group. D'accord. Justement, lorsque tu arrives au Canada, comment est-ce que tu étais accueilli déjà par le... Déjà, excusez-moi pour le thème, mais en Afrique, on ne respecte pas les artistes africains. On ne respecte même pas de notre pays, on ne respecte même pas là-bas. Vraiment, j'étais très bien accueilli. Alors, tu as presté devant des communautés africaines ou des communautés... Tout le monde. Il y avait des blancs, il y avait des noirs, il y avait tout le monde. Il y avait toutes les races. Il y avait la diaspora, il y avait... Il n'y a pas que la diaspora qui m'écoute parce que mon style de rap, comme j'ai dit, il vient de l'US, UK. Donc après, il y avait beaucoup de personnes. On a d'ailleurs les images donc, de cette tournée et de ces prestations.
Alors on le voit là, c'est des salles pleines. C'est quoi? C'est des boîtes de nuit? Non, sold out. C'était une salle qu'on a prise pour faire le... Et c'était toi la tête d'affiche? Bon, après, c'était que moi, il n'y a pas d'artiste là, d'artiste. Ah ouais. Quelqu'un qui arrive à aller au Canada pour aller faire des concerts, le seul qui a pu faire ça, c'était Arafat. Justement, comment tu y arrives? Tu viens de commencer ta carrière, tu le disais. Et généralement, il faut prendre du temps, séduire le public ici, avoir des dates là-bas. C'est quoi ton secret? Non, je sais pas, c'est Dieu, c'est ma chance. Je sais pas, je viens de trouver beaucoup de personnes que je trouve assez forts, qui n'ont jamais voyagé, qui sont même pas encore allés au Mali. Ouais. Avant de partir au Canada, j'ai déjà fait le Mali, j'ai déjà fait le Burkina, j'ai déjà tourné assez dans la sous-région. J'ai un moment dans moi-même, j'ai déjà... Ça va vite en tout cas. D'accord. Mais c'est concerts avec ce public. Malik Jones, le doyen Malik Jones, Oui, Dis-moi, ces concerts avec ce public, comment tu affrontes le public? Tu n'as pas de complexe ou mais tu prends des trucs là aussi pour te réveiller? Non, jamais de la vie. Comme je t'ai dit à la base, je suis un emmerdeur, tu vois. Et moi, à la base, quand il n'y a que une, deux personnes, j'ai honte. Mais quand il y a du monde après, je deviens une autre personne. Ah, waouh, c'est bon ça. D'accord. Passons tout de suite à Vérité par l'image. Première image. Imra. Il fait aussi de la drill. Alors. Bon. Imra, c'est un frère. C'est lui qui a organisé mon premier showcase dans une boîte de nuit. Et après, il m'a beaucoup aidé. Le seul problème qu'on a eu ensemble, c'est juste parce qu'il voulait porter la couronne de ce qu'il n'est pas. Il voulait porter la couronne de ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire Jean, il s'est autoproclamé le roi de la drill. Après, il y a eu beaucoup de petites histoires aussi entre nous pour plein de choses. Donc après, là, dans le fond, c'est une bonne personne, j'ai rien contre lui. Après, aujourd'hui, j'ai ma carrière, il a sa carrière. À la base, on voulait faire un truc comme on voulait créer un bon truc, mais aujourd'hui, C'est quoi l'état de vos relations aujourd'hui? Déjà, on ne se parle pas. Est-ce que tu penses que vos différences sont irréconciliables? Il n'y a rien qui est irréconciliable, c'est sur la terre. Mais je me dis que il va comprendre. Donc, ou moi je vais comprendre, on finira nous deux par comprendre. Mais tu disais qu'il a décidé de s'autoproclamer roi de la drill ivoire. Tu ne penses pas que c'est mérité puisqu'il a commencé avant toi? Il ne faisait pas la drill ivoire quand il a commencé, il avait son style rap. Et pour toi, c'est qui le roi de la drill? Il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de roi. Et après, s'il y aura un roi, ce n'est pas à toi de décider. C'est au public de décider c'est qui le roi. On ne devient pas qui roi qu'il veut. Après, c'est la décision du peuple. C'est comme un président de la République. D'accord. Voilà. On va passer à l'image suivante. Doupi Papillon. Bon, lui c'est un petit frère à la base que j'aime, je respecte et j'applaudis au passage pour son histoire. Mais après, à la base, quand il ne chantait pas avant, c'était un petit avec qui je parlais, qui respectait. Après, déjà, quand il a commencé, il ne chante pas. Moi, je le considère comme un influenceur à la base qui a une chance. Mais après, il a commencé à avoir la grosse tête. Donc, de nos jours, moi, je ne lui parle plus. Moi, déjà, quand tu commences à avoir un comportement un peu inapproprié vis-à-vis de moi... Et quel comportement en particulier il a eu? C'est quoi? Il t'a snobé? Il t'a laissé en vue? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, pas du tout. Pas pour... Quand j'avais besoin de lui, il n'était pas là. Pourtant, avant, quand j'avais commencé ma carrière, il était là. À chaque fois, il venait me voir en studio. Il me fatiguait par message, on parlait. Après, à un moment donné, j'étais en baisse, si on peut le dire. Mais toi, tu n'as pas l'esprit du pardon pour quelqu'un qui va à l'église? Après, tu sais, je suis une personne, je n'ai pas montré sur le plateau, je suis une personne je suis rancunier. Okay. Je suis très rancunier. Et je ne reviens pas en arrière. Je suis un homme, je ne suis pas un gosse. Tu vois.
pris des décisions, voilà. C'est pour ça que je te posais la question sur les différents irréconciliables. Tu as dit que tout peut se régler, toutes les situations ça peut se régler, mais en ce moment, c'est juste parce que je ne suis pas prêt. Sinon, si je suis prêt, bah après, si je suis prêt, moi, j'ai pas besoin, si je suis prêt, tu vas accepter. Mais avec Doupi, il a la tête d'un mouvement, le Maïmouna. Tu disais tout à l'heure que c'est toi qui as trouvé c'est pas lui qui a la tête du mouvement Maïmouna, puisque c'est pas un chanteur. Okay. On dit lui qui a la tête, c'est un chanteur. Tu me dis peut-être 3XD, vous, Milano, gérer la mélodie, je vais te dire oui, lui c'est juste, il a un mot Doug Saga, il a un mot juste, il met des paroles dans les sons. Donc après, je me dis que bah, c'est juste un... Mais il y a des jeunes qui se reconnaissent en lui, qui l'accompagnent dans ce mouvement. Oui, ils se reconnaissent en lui, parce que bah, il a une lumière, tout le monde a une lumière, il a quelque chose de particulier. Il a du charisme en fait. Il a du charisme, il a quelque chose de particulier. C'est pas une personne que j'aime pas, c'est un petit frère que j'adore. Au passage, je l'aime, tu vois, mais il a son truc à lui. Voilà. D'accord. Dernière image. Ah ouais, c'est le doyen, ça bat, c'est mon vieux mongol fort. Lui, parfait. Il a même eu des problèmes ici. Il m'a plusieurs fois aidé. Lui, c'est un bon, c'est mon vieux père. Il n'y a rien, c'est la famille. Je ne suis pas même à donner ma poitrine pour lui. C'est le président du Rap Ivoire, il s'est autoproclamé. C'est ton président, c'est ça? C'est mon président. Ah, là, tu es d'accord. Ah, là, tu es d'accord qu'il s'autoproclame. C'est pas le peuple, tu es d'accord. C'est mon président. Lui, c'est mon père. Lui, c'est un ancien. Et puis, on a tous vu son combat. Il combat pour le Rap Ivoire. Il aide beaucoup d'artistes. Il fait assez de choses. Donc après, voilà, tu sais, quelqu'un fait un beau taf, il faut remercier. Et puis moi, particulièrement, moi, c'est un grand frère, mais il ne m'a jamais manqué de respect. Au contraire, c'est que moi qui le fatigue, il est toujours là pour moi. Ça n'a rien à voir avec la musique. Moi et lui, c'est depuis longtemps, avant que je chantais. Puis avant que je chantais, je marchais avec Arafat et tout. On se connaissait. Donc, il essaie de te réconcilier avec Doupi? Bah, en fait, c'est comme je t'ai dit, Doupi, c'est mon petit frère. C'est pas un de mes amis qui dit que je suis en guerre avec lui. Moi, si je suis en guerre avec toi, je viens chez toi, je te sonne, je pars chez moi. Wow. Je ne suis pas je sais pas, une poule mouillée. C'est un petit frère qui, en ce moment, qui a son truc, qui est en train d'avancer, je ne peux pas l'insulter pour dire qu'il n'a pas la tête sur les épaules parce que c'est ce qu'il fait. Mais je me dis que ce n'est pas encore le moment, tu vois. Sinon, à la base, c'est mon petit frère. Je n'ai pas d'histoire avec lui, mais juste parce que je me suis retiré parce que je me suis dit qu'il a son truc, il est gamé. Moi, je suis gamé. Donc, je reste vraiment, sinon, il n'y a pas besoin de réconciliation quand il n'y a pas de guerre. C'est un petit frère, il n'y a pas besoin de faire la guerre avec mes petits frères. On va passer à présent face à Anaconda. Champion, on va rester en mode Maïmouna, tu vas nous expliquer c'est quoi le Maïmouna. Dis-moi, aujourd'hui, quels sont tes rapports avec l'église? Vu que dans une émission, je ne sais plus en quelle année, tu as dit que le Seigneur t'a pincé ou t'a touché. Ouais, bon, il va à l'église. Pardon? Je vais toujours à l'église. D'accord, mais pour quelqu'un qui est violent en bagarre comme toi, tu as déjà menacé un fidèle ou frappé un pasteur? Bon, jamais de la vie. Hein. Je ne suis pas violent, je ne suis pas bagarreur. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, j'aime pas qu'on se fout de ma gueule, c'est tout. Donc tu vas toujours à l'église? J'y vais, D'accord. Ton passage préféré de la Bible, c'est quel passage? C'est pas parce que je pars à l'église que je connais la Bible, frère. Donc quand toi tu vas à l'église, là, tu pries pas, tu vas t'arrêter. À la base, moi, je n'étais pas chrétien. Oui. J'étais musulman. Tout à fait. C'est mon nom qui m'envoie à l'église, tu vois. Donc ça fait même pas... Mais tu vas toujours, non? Souvent. Ouais, mais ton passage préféré, c'est quoi? Je ne maîtrise pas la Bible, franchement. Tu ne maîtrises pas la Bible. Mais le Tchèque-Abo, là, ça signifie quoi? Le Tchèque-Abo, c'est une nation Djoula. Tchèque-Abo, c'est dit que le garçon est grand, costaud, fort, puissant. Maintenant, après, parce que quand j'étais petit, jouer au football, je m'appelais Tchèque. J'étais fort au football. Je faisais des dribbles. Et après, il y a un de mes vieux pères qui m'a beaucoup soutenu pendant que j'étais petit, qui m'a vraiment aidé, c'était comme un mentor pour moi. Tu as 27 tatouages. Le tatouage préféré de ton corps, c'est lequel? Le cartel de Sinaloa. Le cartel de Sinaloa. Qui signifie quoi? Ah, tu sais? Tu connais? D'accord. Aujourd'hui, tu vis de ta musique ou mais c'est l'héritage de tes parents ou mais l'argent de tes parents qui te fait vivre? Déjà, depuis que j'ai 17 ans, j'ai arrêté de toucher l'argent de mes parents parce que je suis un grand garçon. J'ai toujours su me battre depuis mon bas âge. Donc après, je ne vis pas des moyens de mes parents, je vis de moi-même. Au contraire, c'est moi qui fais des cadeaux à ma mère et mon père. Et voilà. Merci Anaconda. Tchèque-Abo, moi j'aimerais te poser une question par rapport à la violence.
Tu as dit que quand tu n'es pas content de quelqu'un, tu le trouves chez lui, tu le sonnes entre griffes. On t'a vu dans une télé-réalité, sur une chaîne de télé, où tu y avais quand même des accès de colère. Bah non, à la télé-réalité, c'était un montage. Ah, c'était... un montage parce que je suis une personne qui est normale, comme tout le monde. Je ne peux pas me réveiller le matin, je vais commencer à crier comme ça, je ne suis pas fou. Bah, justement, c'est ce qu'on ne comprenait pas. Bah, voilà, donc on avait des accès de colère. C'était des rôles qu'on me disait de jouer parce qu'à la base, comme tout le monde me dit, ceux qui ne me connaissent pas m'ont attribué déjà une image de violent, très nerveux et tout ça. Nerveux. Sinon, à la base, ceux qui me connaissent vont te dire que Tchekabo, ça n'a rien à voir. Et Tchekabo et les femmes, c'est quoi ton rapport avec les jeunes filles? Des femmes. Je suis un homme normal, je cherche des femmes comme tout le monde, j'ai avec des copines. Tu es en couple? J'étais en couple, j'ai laissé les histoires de couple parce que après ça me ralentit. Ah, t'es tout seul du coup. J'ai envie de parler de tes rapports avec les autres rappeurs. Dans une interview, tu disais les petits du rap ivoire sont mes petits, les jeunes sont mes petits, mais avec les plus grands, on est en fight. Non, ça c'était pendant une période. Comme je disais, à un moment donné, j'étais avec Imra. Et Imra, il a des histoires avec beaucoup de rappeurs, des grands. Pas les petits, parce que les petits ont peur de lui. Les petits, ils n'ont pas d'histoire avec lui. Mais les grands, il avait des histoires avec eux. Après, moi, quand je marche chez une personne, je suis vrai. Donc après, il me disait que les histoires de Imra, c'était mes histoires. Donc après, je me suis chargé de tous ces ennemis aussi. Sinon, là-bas, Mais aujourd'hui, ça va? T'as pas d'ennemis? J'ai pas d'embrouille que ce soit ici. Mais tous ceux que tu critiquais lorsque tu étais proche d'Imra, aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'ils t'ont pardonné? Moi, j'ai jamais critiqué une personne quand j'étais avec Imra. J'ai jamais critiqué. Après, moi, j'ai dit Imra, c'est mon pote. Tu le touches pas, c'est tout. Tu le touches, tu vas avoir des soucis. Après, c'est ça. Sinon, après, moi, je suis jamais venu dire à quelqu'un, comme tu as des histoires avec Imra, non, jamais. Alors, on va parler à présent de ton actualité et de tes projets. On l'a dit, tu reviens d'une tournée au Canada qui t'a amené dans plusieurs villes. On a entendu dire que tu devais partir en France également pour... Hier, j'étais même à l'ambassade. Voilà, tu as des dates encore de caler J'ai des dates en France, j'ai des dates au Maroc, j'ai des dates au Burkina, plein de dates. Bah, super. Et aujourd'hui, après ce feat avec Suspect, quel est l'artiste avec lequel tu aimerais enregistrer et chanter? Que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'international. Bon, après, moi, je suis une personne qui aime beaucoup développer les talents. Moi, j'aime pas aller chercher une star qui est déjà star. Après, tu fais un son, on met tout sur lui. Bah non. Moi, c'est plus les personnes qui sont rien que je viens chercher. Donc après, je me dis, je vais chercher encore un nouveau talent. Et voilà, et essayer... Tu es un détecteur de talent. Voilà, essayer de le faire sortir comme là. Mais avec Suspect, ça n'a pas été le cas? Suspect? Oui. Comme je t'ai dit, Suspect, c'est un gros talent, mais c'est un grand frère qui m'a juste appelé sur un son, je l'ai fait, sans quelque chose en retour. Anna, qu'on a les coucous aujourd'hui? Aujourd'hui, mon coucou, c'est pour M. Serge Nizako et M. Arnaud Gomez et Désiré Kwame. Merci à tout le monde. Un coucou à Yves Louga, à Morinov, Yannick Osibi et puis Cédric Kakou Trio. Merci beaucoup. Et moi, je vais saluer rapidement Yame Ogo, Aruna depuis le Burkina Faso, Landro l'adaptateur. Et je vais saluer les sœurs jumelles qui célèbrent 1 an de plus aujourd'hui, Rose-Marie Chantal à Rabat et Ange-Marie Florence à Paris. Merci pour tout. Tchekabo, t'as des coucous à passer? Salut tous mes amis et tous mes petits acquis qui me réveillent chaque matin dans 500 qui sont en bas de chez moi. Ça marche. Moi, je fais un bisou à KMJ Fine Fleur, Safira Daniel, Regina Conan et Ahmed Kamara. Merci de votre fidélité. À PPLK, n'oubliez pas, vendredi 26 mai, à l'Agora de Koumassi, en direct, tous vos programmes de 8h à 19h. On aura donc Tchekabo sur la scène de PPLK pour ce titre Somanlé. C'était donc en feat avec Suspect 95. On se donne rendez-vous demain, même heure, même canal. Vous savez, c'est la 3. À demain.